Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Be My Guest, La Fièvre, l'émission bimensuelle B2B dédiée aux équipementiers automobiles, aux fabricants d'équipements de garage, de maintenance et de contrôle technique et aux startups de la mobilité. Je suis Stéphanie Cancel et nous sommes en direct sur Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn. Aujourd'hui, nous allons parler d'accompagnement à l'international des équipementiers automobiles avec Stanislas Bailly. Dans un contexte de bouleversement de l'industrie automobile, la seule solution pour les équipementiers, selon Claude Cham, président d'honneur de la Fièvre, est de diversifier leur portefeuille client et les marchés. Se développer à l'international est donc essentiel, mais vaut-il mieux développer ses exportations ou investir directement à l'étranger? Quels sont les avantages de l'internationalisation? Quels sont les écueils à éviter? Autant de questions que nous allons aborder avec mon spécialiste Stanislas Bailly, directeur général de SNESI, leader mondial de l'amélioration de la performance industrielle et commerciale à l'international. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Stéphanie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors, Stanislas, tout d'abord, un mot sur SNESI. SNESI, c'est une entreprise familiale qui a plus de 70 ans. Vous avez 10 filiales dans le monde, 450 experts qui travaillent pour vous, 400 clients. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu un mot sur votre entreprise? Oui, donc SNESI, nous sommes effectivement une société familiale avec deux métiers, l'amélioration de la performance industrielle qui se déploie auprès des constructeurs et des équipementiers sur tout ce qui est l'amélioration dans les usines, la recherche, la mise à niveau, l'évaluation de fournisseurs, le transfert industriel, l'aide au démarrage de nouvelles usines, et puis également l'amélioration de la logistique. Et puis le deuxième axe, le développement commercial à l'international, qui est ce dont nous allons parler plus en détail ce soir, où nous travaillons principalement avec des équipementiers pour les accompagner dans leur croissance à l'international sur l'ensemble des zones géographiques sur lesquelles nous sommes implantés. Alors, Stanislas, quand on est un équipementier français et qu'on souhaite qu'on souhaite se développer à l'international, est-ce qu'il vaut mieux exporter ou internationaliser? Alors, je dirais, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça va dépendre finalement des pays sur lesquels vous souhaitez exporter, des produits également que vous allez exporter, de la réglementation locale. Est-ce que les règles locales vont faire que vous êtes obligé de produire localement ou vous pouvez exporter depuis votre base de production actuelle, et notamment la France. Également, quel va être le coût complet d'acquisition, puisqu'on le voit avec l'explosion des coûts du transport maritime. Finalement, aujourd'hui, produire au plus près de ses clients représente un avantage économique et également en termes de délai de production. Donc, voilà, je dirais, il faut savoir s'adapter, réfléchir à sa stratégie d'exportation et le footprint industriel associé avant de se lancer avec différents clients. Alors, ces derniers temps, est-ce que vous avez observé un développement de l'internationalisation chez les équipementiers? Oui, comme vous le disiez en introduction, on a de plus en plus des équipementiers. Les grands équipementiers, finalement, eux, sont partis à l'international et c'est l'international qui tire leur croissance depuis une vingtaine, une trentaine d'années et avec beaucoup de succès. Hein. Je pense à tous les grands groupes qui sont partis à l'international. Les ETI, elles, s'y sont également mises depuis un certain nombre d'années. Et puis, depuis quelques années, on voit les PME qui se rendent compte que malheureusement, avec la baisse de la production automobile en France, pour trouver des relais de croissance, ça passe forcément par l'international. Est-ce que les conditions de production en France sont aussi la cause de cette internationalisation? Et puis, je pense aussi à la fiscalité, notamment. C'est vrai que le coût du travail, on parle beaucoup des impôts de production, mais il y a également la partie coût du travail, ont un effet aujourd'hui sur une industrie aussi compétitive que l'automobile, très important. Et donc,
les équipementiers regardent effectivement ces critères-là avant de prendre les décisions d'implantation pour livrer leurs clients qui, en plus, comme je le disais, produisent aujourd'hui moins en France qu'il y a quelques années, puisqu'on produisait 3,5 millions de véhicules en France en 2004-2005. L'année dernière, on était à 1,7 million. Alors, il y a eu la crise Covid, mais le rythme de croisière est plutôt à 2 millions. Donc, on a quand même perdu 40% depuis en une quinzaine d'années. Ce qui risque de ne pas s'arranger vu le contexte actuel. Alors, les projections, on pense qu'on va rester finalement proche d'un niveau de 2 millions. Alors, est-ce qu'on sera à 1,7 million ou plus proche de 2 millions? Ça, c'est difficile à dire. Mais la France a une carte à jouer liée à l'électrification du véhicule, d'une part du côté des constructeurs, mais également du côté des équipementiers qui ont un savoir-faire. Et on a beaucoup parlé de relocalisation de l'industrie française. Notamment avec les pénuries récentes, effectivement. Exactement. Avant de parler de relocalisation, il faut aussi penser à la localisation des technologies de demain. Je pense à tout ce qui est lié à l'électrification du véhicule et notamment la partie électronique de puissance, mais également tout ce qui est lié aux véhicules connectés avec la partie ADAS. Et là-dessus, la France a une vraie carte à jouer. Et les équipementiers aujourd'hui beaucoup sont tournés justement vers cette transition et la formation de leurs équipes pour pouvoir répondre aux besoins de l'industrie automobile de demain. Donc, internationalisation, mais aussi relocalisation pour certains. Exactement. On a un certain nombre de clients qui, depuis quelques mois, je dirais entre la prise de conscience et la prise de décision, il y a quand même un certain gap, mais on est au-delà de la prise de conscience aujourd'hui, comme je disais, avec le renchérissement du coût du transport, avec les pénuries également. Un certain nombre de clients sont venus vers nous pour nous demander de voir si certains composants qui aujourd'hui étaient achetés dans des pays lointains pouvaient être finalement rapatriés plus proches en France ou en Europe. Alors, certes, s'il est important de localiser certaines filières stratégiques pour l'industrie automobile, il est aussi important de croître à l'extérieur pour se développer. Et quels sont les avantages de l'internationalisation? Bon, l'avantage, il est déjà évident en termes de gain de business, mais je pense que pour une entreprise qui s'est internationalisée, finalement, il y a aussi des gains d'un point de vue organisationnel. Ça nécessite une structuration, ça nécessite aussi une flexibilité à différentes cultures, différentes façons de faire du business entre autres pays. Et également, vous êtes confronté à davantage de compétition, mais finalement à davantage également de technologie. Et d'avoir cette veille économique au quotidien que vous vivez, finalement, peut vous nourrir et faire émerger de nouvelles solutions que vous pouvez ensuite proposer à vos clients mondialement. Alors, j'imagine également que, bon, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a les coûts de transport, effectivement, puisque les coûts de transport ont été multipliés par 8. Il y a également peut-être aussi un problème de barrière protectionniste parfois qui, du coup, est contourné. Oui, alors on a effectivement, comme je disais, chaque pays a ses propres spécificités. Chaque zone géographique au sens large essaye de se protéger d'un point de vue de business. Vous avez certaines actions qui sont en cours, notamment entre différents équipementiers ou différentes associations d'équipementiers pour éviter notamment tout ce qui est dumping. Et d'autre part, vous avez des règles douanières qui évoluent. Bon, on en a beaucoup parlé il y a quelques années avec la mise en place des tarifs douaniers par Trump aux États-Unis, mais voilà, c'est des choses que l'ensemble des acteurs de l'automobile regardent en permanence, hein, que ce soit du côté des constructeurs et des équipementiers, puisqu'encore une fois, on est dans une industrie extrêmement compétitive et donc
le scénario industriel et de supply chain va s'adapter en fonction de l'évolution des réglementations. Alors, on a une question sur LinkedIn de Moundir Guénou qui demande si vous voyez une tendance des équipementiers à gérer de plus en plus les services ou produits localement plutôt que depuis la France, l'Allemagne, etc. Par exemple, leur service commercial, vente, business développement, en particulier pour l'Afrique. Il est clair que pour être aujourd'hui au plus proche des attentes du marché, vous avez besoin d'être local, avec des équipes qui comprennent les besoins des marchés locaux. On a beaucoup parlé pour les constructeurs il y a une vingtaine d'années quand ils sont beaucoup développés en Chine, avec tous les centres de design pour des designs spécifiques à la Chine qui sont développés en Chine, avec notamment la partie passager arrière qui est plus longue en Chine, puisque vous avez besoin d'avoir un véhicule qui soit vraiment statutaire. C'est qu'un exemple parmi d'autres, mais vous avez d'autres choses qui sont liées à l'agrément de conduite, aussi à l'habitabilité, la vision, qui sont à chaque fois différents suivant les différents pays où vous êtes implanté et à prendre en compte dans votre développement. Et ça, je crois que justement, SNESI, à ce niveau-là, est très bien armé, puisque vous avez des équipes. Je le disais tout à l'heure, vous êtes implanté dans 10 pays et vos équipes locales, ce sont justement des locaux. Oui, c'est une de nos spécificités. Nous sommes construits donc, historiquement basés en France depuis 1952. Et depuis une quinzaine d'années, nous nous sommes déployés à l'international pour accompagner la croissance du marché automobile et des acteurs français, comme je disais, mondialement, d'abord en Europe et puis ensuite dans le reste du monde, avec aujourd'hui une dizaine d'implantations. Et très vite, nous avons voulu mettre en place un management local pour justement bien connaître les façons de faire du business dans les différents pays, comprendre les spécificités, les non-dits notamment. Il ne faut pas du tout du business de la même façon, rien qu'en Europe, entre l'Allemagne et l'Italie. Donc imaginez-vous entre la France et la Chine ou la Corée. Et également, ça permet à nos managers, nos directeurs de bureaux locaux d'être plus proches de leurs équipes que pourrait l'être, je pense, un expatrié, même un expatrié qui y est depuis de très nombreuses années. Ce qui fait que nous avons un turnover de nos équipes à l'international extrêmement faible, voire même nul dans pas mal de régions. Et je crois que en Chine, notamment, c'est... En Chine, ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas eu de départ, alors que normalement en Chine, vous avez 20-25% de turnover par an. Ouais. Alors, quelles sont les principales difficultés qui sont rencontrées par les équipementiers ou les entreprises françaises qui s'installent à l'étranger? Je dirais que la principale difficulté, c'est peut-être une question de mindset. On parle souvent des Allemands, vous savez, qui chassent en meute et qui sont très bons à l'international. Hein, leur industrie automobile, que ça soit au niveau des constructeurs, mais également des équipementiers, est très très fort d'un point de vue exportation. Et finalement, se développer à l'international, ça nécessite de la patience, de la résilience, alors des valeurs que nous avons chez SNESI. Mais quand on accompagne finalement les équipementiers avec lesquels on travaille à l'international, c'est vraiment la première chose qu'on essaie de leur expliquer, c'est de leur dire, écoutez, on va vous accélérer, vous ouvrir les portes du marché plus rapidement que si vous étiez allé par vous-même parce qu'on a un réseau localement. Mais il faut que vous sachiez voilà, que les gens, vos compétiteurs sur place vont aussi être actifs. Et c'est malheureusement, on aimerait bien, dès le premier appel d'offres, gagner le marché et avoir une croissance exponentielle. Bon, c'est pas toujours le cas. Il faut semer quelques graines. Et derrière, en revanche, voilà, une fois que vous êtes lancé et que vous commencez à être connu sur un marché, ça devient plus facile. Mais il y a vraiment cette première étape d'investissement nécessaire financièrement, mais surtout humainement, du top management de l'entreprise. C'est vraiment toute l'entreprise qui doit être tournée vers cette idée de la croissance et le salut va passer par l'international.
Alors, l'international, c'est pas pour tout le monde. J'imagine qu'il faut avoir une certaine taille. Vous parliez de PME tout à l'heure. J'imagine qu'il faut avoir une certaine taille bon, un certain chiffre d'affaires aussi pour s'installer. C'est à partir de combien qu'on peut imaginer commencer à se développer à l'international? Alors, historiquement, je dirais pour des fournisseurs de pièces standards, nous, on considère que la taille critique, c'est finalement une belle ETI qui va être entre 50 millions et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, puisqu'elle aura les compétences techniques en termes de ressources R&D pour développer un produit spécifique correspondant aux besoins du marché, mais également les ressources, comme je disais, financières et humaines, d'avoir des équipes dédiées en interne sur l'international pour pouvoir voilà, avoir du succès dans cette démarche. Ça coûte Et combien de s'installer, d'avoir une filiale à l'international? alors voilà, pourquoi je dis jusqu'à 1 milliard d'euros? Parce qu'après, au-delà d'une certaine taille, finalement, vous pouvez vous dire, bah voilà, je vais multiplier mes implantations internationales. En revanche, en dessous de cette taille-là, vous avez quand même pas intérêt à multiplier les coûts fixes. On sait qu'une filiale, je parle qu'une filiale commerciale, hein, si vous le faites en propre, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc je ne parle même pas de toute la partie investissement derrière industriel. Donc finalement, ça va être un trade-off entre se dire, voilà, est-ce que moi je vais immobiliser cet argent pour pouvoir m'implanter à l'international, ou est-ce que finalement je vais diminuer mon investissement en passant par une entreprise qui est déjà implantée sur place, qui connaît déjà le marché. Et donc voilà, en général, c'est avec ce type de société qu'on travaille, même si de plus en plus, avec justement l'évolution du véhicule vers l'électrification et l'autonomisation, on travaille de plus en plus aujourd'hui avec des PME et des startups qui sont sur des produits ou même des services extrêmement innovants, que ce soit des choses comme la mécatronique, de la cybersécurité, etc., qui eux sont plus petits que ce que je mentionnais juste avant, mais qui finalement ont un savoir-faire et la possibilité de se développer à l'international. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de résilience, qu'il était absolument important d'être patient parce que s'installer à l'international, ça prenait du temps. Concrètement, ça prend combien de temps en moyenne? Alors, ce qu'on voit, nous, de notre expérience, c'est que vous avez différentes, enfin, spécifiques à l'automobile, hein, vous avez d'abord le besoin de vous faire connaître de vos clients cibles euh, en allant, en répétant plusieurs fois, en allant leur expliquer votre avantage compétitif et produit. Derrière, vous avez, voilà, si vous arrivez à les convaincre, vous pouvez être sélectionné pour répondre à un appel d'offres. Et puis ensuite, donc ça, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes bon du premier coup, on a déjà eu dans le passé des exemples de sociétés qu'on a accompagnées et au bout de 6 mois qui avaient gagné un marché. Alors après, vous avez 2 ans de développement jusqu'au démarrage en série, mais en général, il faut peut-être compter entre 12 et 24 mois pour gagner le premier marché. Mais les sociétés, très souvent, en fait, on vient nous voir quand on s'est déjà planté. C'est-à-dire les sociétés essayent de le faire par elles-mêmes et finalement se rendent compte que des marchés lointains sont pas si simples que ça parce que, comme on le disait, il y a l'aspect culturel également. Vous ne faites pas du business en Corée ou en Chine de la même façon qu'en Europe. Et au bout de 3-4 ans, on n'a toujours pas réussi à décrocher le marché. Et finalement, on se dit, bon, moi, je vais peut-être essayer SNESI, ils sont peut-être pas si mal que ça. Et on a quelques exemples comme ça qui sont assez sympathiques. Ouais. Alors justement, concrètement, qu'est-ce que SNESI apporte à une entreprise française qui veut s'installer à l'étranger? Qu'est-ce que vous faites pour eux? Alors on a compris que vous aviez des équipes locales qui connaissent très bien la culture locale, mais sinon, qu'est-ce que vous leur apportez? Nos équipes finalement sont des ingénieurs commerciaux, donc qui vont connaître le produit. En fait, on s'est structuré aujourd'hui, on a atteint une taille critique qui nous permet de couvrir l'ensemble des technologies du véhicule et qui nous permettent finalement d'être l'interface et d'expliquer, même, voire parfois même de challenger les équipementiers sur leurs produits en leur demandant, mais voilà, mais pourquoi est-ce que vous avez telle ou telle caractéristique sur votre produit? Parce que sur tel marché, finalement, on va attendre une autre caractéristique. Est-ce que vous pouvez la développer? Combien de temps ça va vous mettre? Combien de temps vous allez mettre pour le faire, etc.
qui ont quand même, comme je disais, c'est des ingénieurs mais commerciaux, donc une sensibilité commerciale pour mettre en avant la valeur ajoutée du produit, parce que comme je disais tout à l'heure, localement, vous avez également des concurrents, donc il faut aussi se battre face à eux. Et ensuite, on va mettre, en fonction du gain du marché, on va mettre une équipe plutôt orientée développement, et puis ensuite des gens qui sont plutôt spécialisés sur la partie qualité, sur la partie logistique, pour là être en support pendant la vie série. Donc finalement, on accompagne l'équipementier. Lui gère, je dirais, sa production et son développement. Et derrière, toutes les fonctions support, on est capable de les lui apporter. Ça fait pas mal de monde. Il y a combien de personnes qui s'occupent d'une entreprise à l'étranger? Ça va dépendre en fait de la taille du business. Quand on démarre, ça va être en général plutôt une personne ou peut-être deux personnes. Aujourd'hui, il y a certains équipementiers qu'on accompagne. Bon, il y a un volume d'affaires conséquent où on a 5 ou 6 personnes à temps plein sur cet équipementier. Et vous faites également du lobbying auprès des pouvoirs publics dans chaque pays? Alors, on a sur des cas très spécifiques, effectivement, du lobbying pour. Alors, c'est un mélange entre finalement de la veille et du lobbying. Hein, c'est essayer de comprendre comment évolue la réglementation. Après, je vais rester modeste, on n'est pas aussi important que des associations d'équipementiers peuvent l'être. Et on ne va pas forcément pouvoir influer sur des réglementations, mais en tout cas, on va faire remonter auprès des instances notre ressenti pour pouvoir être capable d'influer dans un sens ou dans l'autre. Est-ce qu'il y a des marchés étrangers qui sont particulièrement difficiles à pénétrer? Je dirais que l'Asie est peut-être plus difficile parce que plus lointaine, plus éloignée culturellement, dans un premier temps. Mais comme je disais tout à l'heure, une fois que vous êtes implanté, finalement, voilà, c'est peut-être le premier marché qui est difficile. Et ensuite, une fois que vous avez réussi à créer cette relation de confiance, et encore une fois, c'est pour ça que c'est important d'être présent au quotidien pour expliquer dans la langue du client pourquoi le produit a telle ou telle caractéristique et pourquoi est-ce qu'il faut plutôt cette orientation-là plutôt qu'une autre, qui vont faire que vous allez après, derrière, créer une relation de confiance et développer du business dans la durée. Alors, on a une autre question sur LinkedIn. Quelles sont, selon vous, les zones du monde les plus plébiscitées actuellement pour le développement international de nos équipementiers en dehors du Maghreb? De plus, est-ce plutôt les pays francophones ou anglophones? Alors, si on raisonne aujourd'hui en termes de volume, la Chine reste est de loin le premier marché automobile mondial, hein, puisque sur cette année, on devrait avoir 75 millions de véhicules produits et on aura plus de 25 millions, donc plus du tiers, vous voyez, en Chine. Après, ça va être une politique. On revient finalement à une des questions du début, c'est de dire est-ce que on va être sur de l'export ou est-ce qu'on va être sur de l'implantation locale? C'est vrai que sur typiquement la Chine, il y a très peu de cas aujourd'hui où vous pouvez vendre localement, à part, comme je disais, sur des services très spécifiques liés, par exemple, à la cybersécurité ou d'autres. Mais très peu de produits, vous pouvez vendre localement sans avoir une implantation locale. Alors que vous pouvez, par exemple, rayonner sur un bassin géographique plus proche depuis la France ou à côté de la France beaucoup plus facilement. Est-ce qu'il est plus facile de s'installer en Europe? Ou alors, c'est pas parce qu'on est juste à côté d'un pays qu'il est facile de s'y implanter? On a souvent en première étape finalement du développement, quand on accompagne les entreprises, on a des demandes effectivement d'études de marché sur est-ce que ça serait plus intéressant pour moi de m'installer. Alors aujourd'hui, on a peu de demandes sur
l'Europe de l'Ouest. Faut être clair. Les demandes qu'on a pour des équipementiers vont plus être sur de l'Europe de l'Est ou de l'Afrique du Nord. Mais voilà, chaque pays finalement a des avantages et des inconvénients. Chaque pays essaye aujourd'hui quand même d'attirer les investissements à soi et donc propose des réductions d'impôts ou des subventions, voilà, je ne trouvais plus le mot en français, pour attirer des équipementiers dans l'implantation de nos nouveaux sites industriels. Alors, est-ce que vous avez un cas d'école à nous exposer, un équipementier qui a eu pas mal de difficultés à s'installer et que vous avez aidé? Alors oui, quand je parlais tout à l'heure des exemples d'équipementiers qui avaient tenté de faire par eux-mêmes, on travaille aujourd'hui avec un équipementier qui est en partie situé en France sur son développement en Corée du Sud et que nous accompagnons depuis maintenant 3 ans et qui a été nommé pour la première fois chez des constructeurs et également chez des équipementiers, donc à la fois en rang 1 et en rang 2, et qui a aujourd'hui des marchés. Voilà. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, maintenant qu'il est rentré chez un constructeur, bon, de toute façon en Corée, c'est pas difficile, c'est Hyundai Kia. Son volume explose et donc il est en train de réfléchir même à voir comment s'implanter peut-être localement, en tout cas une partie de ses activités pour accompagner la croissance sur place. Et c'est vrai qu'auparavant, il avait essayé de le faire à distance pendant plusieurs années et ça avait été beaucoup plus difficile. Alors, vous occupez effectivement des entreprises françaises qui veulent s'installer à l'étranger, mais à l'inverse, vous accompagnez également des entreprises étrangères qui veulent s'installer en France. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes d'entreprises étrangères qui veulent s'installer en France? Oui, on en a. Alors, on n'en a pas tous les jours, hein, mais on a. Alors, 2 réponses. La première, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui souhaitent se développer, faire du business avec les clients français? Puisqu'aujourd'hui, vous avez Stellantis qui est le 4e constructeur en termes de volume, Renault qui avec l'Alliance est également dans le top 3. Donc finalement, se couper aujourd'hui de Renault, Nissan et de Stellantis, ça fait vous couper de presque plus de 20% du marché mondial. Et si on raisonne à l'échelle de l'Europe, là c'est encore pire puisque vous coupez quasiment 40% du marché. Donc finalement, les équipementiers qui veulent continuer à avoir un volume d'affaires conséquent sont obligés de venir par là. Et je pense par exemple aux équipementiers italiens avec le rapprochement entre PSA et FCA, finalement, qui se rendent compte aujourd'hui que par leur implantation géographique, couvrent pas forcément, ont pas un footprint qui corresponde exactement aux souhaits que pourrait avoir l'ensemble du nouveau groupe Stellantis. Donc il y a des réflexions en cours alors, pour des implantations en France, en propre ou via la consolidation. Parce que soyons clairs, aujourd'hui, il y a eu un mouvement de consolidation chez les constructeurs. Il va y avoir le même mouvement de consolidation nécessairement chez les équipementiers dans les années à venir. Alors, vous connaissez très bien le secteur automobile, c'est votre secteur, j'ai envie de dire, votre cœur de métier historique. Est-ce que vous êtes implanté mondialement, donc dans 10 pays? Est-ce que l'industrie automobile française, et plus particulièrement les équipementiers, ont une bonne image de marque à l'étranger? Oui, je pense que bon, les Allemands au global sur leur industrie bénéficient de l'image qu'ils peuvent avoir, mais les Français ont quand même cet avantage d'être peut-être plus souples, plus réactifs, plus facilement adaptables aux demandes des clients. Et nous, c'est souvent ce qu'on essaie de mettre en avant dans les équipementiers qu'on accompagne à l'international, c'est de dire que voilà,
la qualité allemande est mondialement connue, mais c'est peut-être un peu surfait. La qualité française est tout aussi bonne. Et puis, avec l'avantage qu'on a en France quand même sur nos capacités de développement, parce que nous avons des formations de très haut niveau, parce que nous avons le crédit impôt recherche. Et donc, ça, c'est quand même des choses qui sont extrêmement intéressantes pour les clients internationaux. Alors, je le mentionnais en introduction, la filière automobile est en pleine révolution à l'heure actuelle. Est-ce que vous observez une redistribution des cartes au niveau mondial? Oui, oui, oui. On voit émerger de plus en plus avec l'apparition du véhicule électrique, puisqu'en fait, le véhicule thermique a amené une barrière à l'entrée où les constructeurs historiques avaient, je dirais, 15-20 ans d'avance et donc voilà, pouvaient bénéficier de cette barrière à l'entrée. Avec l'avènement du véhicule électrique, vous avez des nouveaux acteurs, que ce soit des Tesla, mais également des Google et peut-être demain des Apple. Et puis également les constructeurs chinois qui, pendant des années, avaient porte close sur l'Europe et qui, aujourd'hui, maintenant commencent à se développer fortement sur place. Est-ce que vous avez des demandes des constructeurs chinois pour s'installer en France et peut-être en Europe? Alors, on a des demandes. Alors, je dirais leur développement commercial, ça, ils le gèrent par eux-mêmes. En revanche, on a des demandes sur du support qualité local en Chine, justement, puisqu'on est très implanté en Chine. Et donc, on travaille avec un certain nombre d'entre eux localement. Merci beaucoup, Stanislas. Merci d'avoir accepté de parler du développement international des équipementiers français. Merci à tous d'avoir suivi ce 6e épisode de Be My Guest, La Fièvre, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.